Bienvenue, merci de votre présence pour cet atelier. C'est quoi la question? Donc, ça vous a interpellé, mais même moi en nommant le titre, ça m'avait interpellé. Donc c'est quoi la question? Donc c'est un atelier qui est dans le programme de communication des ateliers qui font partie de la fabrique du nouveau dirigeant. Et on va aborder aujourd'hui le questionnement puissant. Qui a déjà entendu parler du questionnement puissant? 4. Entendu parler ou pratiqué? Pratiqué. 3. Bien. Objectif de cet atelier, obtenir de meilleures réponses dès demain. Principalement, suite à une question posée, souvent on a tendance à affirmer notre point de vue sans forcément avoir attendu une réponse. Je donne un exemple à tout hasard. Pourquoi tu es encore en retard aujourd'hui, par exemple, souvent, on s'exprime avant même d'attendre une réponse, car moi, à ta place, j'aurais fait ceci ou cela. Règle du jeu. Souriez, vous êtes filmé. Je l'ai rajouté il y a 5 minutes. Est-ce que c'est au moins OK pour tout le monde sur le droit à l'image? Alors, on est filmé dans le cadre des ateliers du Hub et des conférences du Hub. C'est diffusé sur la chaîne YouTube du Hub. Et voilà. C'est pour que les gens qui n'aient pas pu participer bénéficient des ateliers du Hub et des conférences. Proposez des réponses, posez des questions puissantes, si possible. Levez la main, on se tutoie et surtout on s'amuse. Peut-être redite pour certains et peut-être découverte pour d'autres. Pour ceux qui ne connaissent pas cette image, qu'est-ce que vous pourriez exprimer à la vue de cette image? Bah oui, forcément, de l'étonnement. À quelle période de sa vie on fait plutôt ça? Et qu'est-ce qu'on rajoute comme phrase en général à l'adolescence quand on fait ça? Laisse-moi tranquille. Oui. Effectivement. Ou généralement, on dit « c'est bon, je sais ». Et on l'exprime à l'adolescence, verbalement, c'est bon, je sais. Adultes, nous faisons pareil, mais on ne l'exprime pas. Je vous invite, comme Albert Einstein, à ce soir vous dire que vous ne savez pas tout et ça permet d'avoir un esprit ouvert, même si c'est de la redite, même si vous connaissez les choses, de ne dire « je ne sais pas », ça peut permettre un questionnement différent. Donc je vous invite à pas de je sais tout. Côté perso, je me présente, je suis le super beau mec avec la fausse dent de collier de requin là, issu, donc j'ai 3 frères, je viens de Bourgogne. J'ai 3 enfants d'une première union, je suis marié à Sandrine. J'ai eu un 4e enfant avec Sandrine, donc voilà mes 4 enfants, 3 grands et un plus petit. J'ai pas eu le temps, mais j'ai 3 petits-enfants aussi, pour information. Et je suis arrivé en Savoie il y a 8 ans. Et dans la vie, j'aime bien une chose, c'est cette petite image. Tout ce que nous cherchons se trouve en général en nous, il suffit de creuser un peu. C'est une de mes devises. J'ai été, comme beaucoup, salarié dans des entreprises, notamment chez Leclerc. J'ai passé 10 ans de ma vie chez Leclerc. J'ai monté ma première boîte à l'âge de 29 ans dans l'informatique. Ensuite, j'ai été donc PDG actionnaire d'un grand groupe dans le commerce de la parfumerie, dans la chaîne de parfumerie Douglas. J'ai eu l'opportunité de vendre mes sociétés et en 2018, je suis devenu coach d'affaires en entreprise avec l'enseigne Action Coach, numéro 1 mondial dans l'accompagnement des entreprises et leurs dirigeants. Et le 1er janvier 2025, j'ai créé la fabrique du nouveau dirigeant qui n'a pas fondamentalement changé avec Action Coach, mais où j'élargis le champ de mes compétences. Comment ça marche? On va prendre un petit peu de recul par rapport au questionnement puissant et sans faire un cours de médecine, je vous propose de comprendre comment notre cerveau fonctionne, très schématiquement. On a ici au centre une cellule qui s'appelle l'amygdale, qui est le cerveau récepteur de nos informations que nous percevons. Vous avez ici très schématiquement le cerveau reptilien, le néocortex et le limbique. Dès que notre cerveau enregistre un événement, il va, lui, en faire une traduction de son propre réel. Et notre cerveau va envoyer cette information pour que je puisse avoir une action en fonction de l'événement.
Le traducteur du réel n'est pas forcément ce qui existe vraiment dans la vie. Je vais aller plus loin pour que vous puissiez comprendre. Ici, comprendre notre cerveau, c'est j'ai un événement, je dois répondre par une action à cet événement, j'arrive le matin, je vois que la roue de ma voiture est crevée, j'ai en général deux possibilités. Soit je le prends plutôt de façon négative, je vais avoir du mal à résoudre ou à passer à l'action, ou du moins je peux le passer mais très énervé, ou je me dis c'est comme ça et il faut que je réagisse. Donc on a la traduction d'un réel qui existe et ça va m'amener, mon cerveau va m'amener à avoir des actions très concrètes pour pouvoir anticiper l'événement ou modifier une situation. Ça vous va ? Le problème, c'est que notre cerveau traduit parfois pas forcément la situation comme elle devrait être. Je m'appelle Aurélie, je regarde le dessin. Combien tu vois de petits carrés, Aurélie ? Je m'appelle Ludo, je regarde mon dessin de mon côté, j'en vois 3. On est en train de regarder la même chose, mais on ne perçoit pas la même chose. Et si nous commençons une conversation, Aurélie, t'en vois pas 3 comme moi ? Eh ben non. Mais comment ça ? Moi je te dis qu'il y en a 3. Et on va commencer à avoir un échange de oui, non, non, mais, qui n'est pas bon parce qu'on ne voit pas la même chose. Okay ? Notre traducteur du réel nous fait défaut très souvent. La carte n'est pas le territoire. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche. Vous connaissez tout notre monde tel qu'il est. Avez-vous idée de ce qu'un Australien peut avoir comme représentativité de cette carte mondiale ? On voit bien la France, on sait se situer en général. On a habitué notre cerveau à modéliser cette carte. Malheureusement, je vous demande tout de suite en un instant de trouver la France. Ça va être un peu plus compliqué. Et donc, sur une même planète, on n'a pas le même traducteur du réel. C'est ce qui nous fait parfois défaut dans la compréhension des choses pour ouvrir une communication avec quelqu'un. Voici une carte des filtres de perception qui nous jouent des tours pour traduire le réel tel qu'il existe. Il existe plus de 12 filtres pour voir comment est vraiment le monde. J'ai un fils qui s'appelle Néo, parce que j'ai adoré le film Matrix, parce que peut-être que la matrice, c'est le vrai monde, mais que nous ne le savons pas. Et en fait, on a des filtres de perception. Vous avez le monde tel qu'il est, on va appeler ça le territoire, et nous avons tous notre carte mentale, notre traduction du réel. Par exemple, quand on entame une conversation avec quelqu'un et qu'on va parler de vertige, si on n'a pas d'échelle de vertige, on n'a pas la même traduction du réel. Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de parler de vertige avec quelqu'un et je voyais qu'on n'avait pas du tout la même discussion. Et je lui ai posé à un moment donné la question, mais je lui ai dit, tu as le vertige à partir de combien ? Il me dit 20 cm sur une marche d'escabeau, quoi. Alors que moi, j'ai le vertige à partir de 4000. Et donc, on appelle la même traduction du réel. Pareil, je ne sais pas si vous avez vu la couleur verte du ciel là ce soir, elle est juste magnifique, quoi. Et on a peut-être un filtre, mais vous ne le savez pas, où je suis daltonien. Tout ça pour nous amener sur comment nous captons les informations. Je vais vous montrer une image. Et sur cette image, 5 secondes, pas plus, pour ceux qui connaissent, et certains d'entre vous connaissent déjà cette image, je vais vous montrer une image et vous allez me dire ce que vous voyez. 5 secondes et je l'efface. C'est OK ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Tableau. Un tableau, bien. Tout le monde est d'accord ? Non. Bien. Alors Claire, qu'est-ce que tu as vu ? Alors j'ai vu des différentes couleurs, différentes formes, des carrés, des traits, du blanc, du noir. Ok. Voilà. Ok, super. Samuel ? Oui, c'est un petit peu la même chose, c'est des rectangles dans des rectangles. Je vous remontre l'image et vous essayez de voir au moins un rond. Ça vous va ? 5 secondes. Pardon. Ah oui. Ah, c'était rapide. Rond, c'est... Non, pas vu ? Non, non, pas vu ? Ah ouais, pas vu. Armel ? Pas vu non plus ? Non. Ok. Très schématiquement, on a un cerveau droit et un cerveau gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et les deux, en général, ne peuvent pas travailler ensemble. Et la preuve en est,
c'est que l'agilité à faire travailler les deux hémisphères, quand on connaît, ça va, on réussit vraiment à les faire travailler tout de suite, mais quand on ne connaît pas, on a du mal à les faire travailler. On y retourne ? Pour les voir quand même. Hein. Pour ceux qui ne voient pas les ronds, je vais en dessiner un. Ok ? Claire, ça va ? Oui, bah, je les vois tous. Eh ben voilà. Ok, donc on a fait un effort pour voir ce qui n'est pas perceptible au demeurant, parce qu'on a l'hémisphère droit qui est concentré sur la logique, sur la théorie, sur plutôt ce que je vous raconte. Et c'est comme quand on est concentré par exemple sur un tableau Excel, on est super concentré, et puis il y a le coup de fil d'un enfant, ou de son mari, ou de sa femme, et on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Eh bien, c'est un petit peu ça. La compréhension, c'est l'agilité qu'on a de passer d'un cerveau hémisphère gauche à hémisphère droit. Vous voyez que le traducteur du réel, pour toujours parler de ce traducteur du réel, le monde n'apparaît pas tel qu'il est parfois. Hein. Et moi qui pratique cette image depuis vraiment un certain nombre d'années, bizarrement quand elle s'affiche, je ne vois que les ronds et je suis obligé de faire un effort pour voir les rectangles. Merci d'avoir joué le jeu. En communication, on revient sur le programme du questionnement puissant, hein, notre réflexe en termes de communication, on communique en règle générale comme on souhaite communiquer dans son monde à soi, avec notre propre perception de notre propre réel. La clé de la performance en communication, je vous propose de communiquer avec votre interlocuteur dans son monde à lui et d'aller le comprendre. Et pour comprendre un monde d'un communicant en face de nous, le seul moyen, ce n'est pas d'affirmer quelque chose, puisque quand on affirme son monde. Le seul moyen, c'est d'aller découvrir son monde par des questions. Ça vous va déjà comme première approche ? Souvent, on s'enferme dans ses habitudes et ses croyances, de voir que le monde, il est tel qu'on le voit. Et quand on s'enferme là, on ne pose pas de questions. On donne souvent des affirmations, même avec les enfants. Hein. Combien de fois je me vois donner une affirmation suite à une question que j'ai posée vite fait. Hein. Est-ce que tu peux aller ranger ton vélo ? Fais-le tout de suite, viens, je vais t'aider. Je n'ai pas du tout laissé la possibilité de s'exprimer. Hein. Ce que je vous propose, c'est remettre en cause, et ce qui n'est pas facile, ses habitudes et ses croyances, pour ouvrir vraiment le champ des possibilités pour obtenir, en règle générale, une réponse que je n'ai peut-être pas forcément anticipée. Einstein, qui est un ami que je connais bien, s'il avait 1 heure pour sauver le monde, il passerait 55 minutes à définir le problème en se posant des questions, bien sûr, et 5 minutes à trouver la solution. Je vous propose aussi de penser que la meilleure solution pour trouver les meilleures réponses, c'est de transformer les problèmes en questions. Et on le fait par un outil qui s'appelle le questionnement puissant. Une question qui explore et qui ne cherche pas à résoudre le problème, c'est vraiment une question puissante. Et vous verrez la différence entre les types de questions que nous pouvons poser et que souvent, quand on n'a pas cet outil à notre disponibilité, on pose des questions qui ne sont pas puissantes. Voire on oriente la réponse. Le questionnement puissant. Ne sont pas puissantes les questions qui visent uniquement l'information de la personne qui réalise l'entretien. Ce ne sont pas des questions puissantes. Qui se centrent sur le passé, sur la compréhension du problème ou du contexte. Ce ne sont pas des questions puissantes. Qui restreignent celui qui mène l'entretien, son cadre de référence, et encourage à se perdre dans les détails. Toutes ces questions ne sont pas des questions puissantes. Le questionnement puissant, la naissance du questionnement puissant, c'est quand la question est celle qui vient, qu'on ne s'y attend pas, et grâce à l'intelligence intuitive, on va donner la possibilité aux personnes de s'exprimer alors qu'on n'a pas orienté le sujet. Même si au final, on souhaite avoir une réponse. Hein. Moi, les meilleures réponses que j'ai obtenues dans ma carrière, ou dans ma vie personnelle, hein, en ayant et en souhaitant une réponse plutôt positive ou négative par rapport à ce que je voulais créer, c'est par une question puissante que je l'ai obtenue. Hein. Je réalise notamment un atelier sur le recadrage des collaborateurs, et on n'utilise que le questionnement puissant. Je reprendrai peut-être l'exemple plus tard du retard chez un collaborateur, hein, où le dirigeant dit « Dis donc, ça fait 10 fois que tu es en retard, c'est plus possible, qu'est-ce que tu fais ?
À ta place, j'aurais fait ça. Ah oui, mais la verrue, elle est bouchée. Bah oui, mais ça fait 15 ans qu'elle est bouchée, et puis ça fera encore 15 ans qu'elle sera bouchée, quoi. Donc qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, promis, chef, la semaine prochaine, je serai plus en retard. La semaine prochaine, il est en retard, quoi. Et si on n'apporte pas l'outil du questionnement puissant, on s'en sort pas. Ça peut durer des années. Les étapes pour avoir les questions puissantes, c'est développer un haut niveau de connexion entre vous et votre interlocuteur. Et quand on dit haut niveau de connexion, c'est aussi parce que nous sommes. Ce n'est pas forcément par rapport à ce que verbalement on va exprimer. Comment faire? Augmenter la résonance de l'interaction. Plus vous allez vous connecter avec votre communicant, à lui, pour découvrir peut-être son réel, plus vous aurez de chances d'obtenir la bonne réponse. Et le questionnement puissant n'est pas un outil exclusivement réservé au coaching, comme très souvent on le lit sur tous les réseaux et sur Internet, etc. Moi je dis qu'il est surtout un outil qui est réservé pour tout le monde, quoi. L'apprentissage, c'est une succession de répétitions. Si vous voulez utiliser l'outil du questionnement puissant, pratiquez-le. Plus vous le pratiquerez, plus vous serez excellent. Moins vous le pratiquez, moins vous serez efficient. Allez, on va faire 2 groupes. Fastoche, hein. Plouf, plouf. Ça vous va? 4 et 5. Et je vais forcément vous poser une énigme. Et il va falloir découvrir, par vos questions puissantes, quelle est l'issue de cette énigme. Ça vous va? Je vous laisse 5 minutes par groupe. Vous avez tableau, marqueur. Ben, il y en a déjà un. Je vous expose l'énigme et vous allez écrire le type de question que vous avez envie de poser pour connaître la réponse. Alors pour ceux qui connaissent l'énigme, merci de jouer le jeu. Si vous connaissez déjà la réponse à l'énigme. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous écoute pour vos questions. Le baron Hubert de Mornard est propriétaire d'un gros château dans les Yvelines. Il a une grosse fortune, plusieurs voitures de sport de luxe, une galerie de tableaux de maître. Il s'est fait cambrioler pendant qu'il dormait. Néanmoins, suite au bruit, il a ouvert un œil, mais l'a refermé aussitôt sans donner l'alerte. C'est bon, 2 heures. Allez-y, je vous laisse poser vos questions. Écrivez-les d'abord et après on y répondra ensemble. Non, je ne suis pas le baron. Donc écrivez les questions sur lesquelles vous avez envie en 2 groupes. Tiens, je vous laisse là comme ça, là. Voilà. Écrivez les questions que vous allez me poser pour trouver la réponse. Il s'est fait cambrioler pendant qu'il dormait. Néanmoins, suite au bruit, il a ouvert un œil, mais il l'a refermé aussitôt sans donner l'alerte. Pourquoi? Alors, voyons voir les experts du questionnement puissant. Alors, quel bruit l'a alerté? Le bruit du cambriolage. Donc il y a eu effectivement un bruit de vitre cassée et une voiture qui a foncé dans l'allée. Lui a-t-on volé des choses d'importance? Grosse voiture, galerie de tableaux de maître, et on lui en a choisi 4 quand même. Hein. Renoir, Rembrandt. Émotionnellement, dans quel état il s'est réveillé? Plutôt bien. Ça va, ça allait. Ok. Qu'a-t-il vu et entendu quand il s'est réveillé? Pas grand-chose. Hein. Il a vu sa pièce, quoi. Il a ouvert les yeux, il a vu sa chambre. Ça, il a entendu le bruit classique d'une journée, quoi. Pourquoi a-t-il ouvert un seul œil? Ça, c'est la question. Parce que il était en train de dormir et du coup, il a ouvert un œil. Je réponds à vos questions, là, ça va. Hein. Émotionnellement, comment est-il attaché à son patrimoine? Ça vous embêterait pas émotionnellement de voir disparaître votre patrimoine? Mais il peut être détaché complètement émotionnellement. Hein. À la rigueur, il s'en fout. Donc j'ai répondu. Est-il bien sûr le lieu... Oui, il était dans sa chambre, il dormait. Non. Alors, je confirme, il était dans son château, le château de baron de Hubert de Mornard. Il a ouvert un œil et il a refermé. J'ai répondu à toutes vos questions pas très puissantes. On est là pour ça. Oui. Quel est le problème qu'il faut résoudre? Il y a un problème, quand même. Le problème, c'est qu'il a ouvert un œil, mais qu'il l'a refermé aussitôt.
Il est peut-être là le problème déjà. Comment le baron dort-il en général? Super bien. Mais vraiment, super bien. Qu'est-ce que ça lui a fait d'être cambriolé? Ce qu'il a ressenti? Ça lui a pas fait grand-chose. Hein. Ça commence à être une question un peu puissante. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Pas grand-chose. Je réponds juste à vos questions. Hein. En quoi ça le dérange de s'être endormi? Ah bah lui, en rien. Il s'endort, mais pouf, d'un coup, et il passe une bonne nuit. En général. Là, il a été un petit peu dérangé, puisqu'il a ouvert un œil, il l'a refermé aussitôt. Et il n'a pas donné l'alerte. Hein. Qu'est-ce qui s'est fait voler? Bah, on l'a dit tout à l'heure, hein. 5 tableaux, je crois, ou 4. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Bah, tout. Vraiment tout. Tu dis, bah, il aime tout, ouais. Quel rapport assez bien il a en général? Peu détaché. Pour tout vous dire, un peu détaché. Quel est son problème dans cette situation? Ça, c'est assez intéressant. On a 2 questions qui ont un peu de puissance. Quel est son problème dans cette situation? Bah, son problème, c'est qu'on lui a volé des trucs. Donc c'est un problème qu'on lui a volé des trucs. Dans sa situation, c'est peut-être pas fondamentalement un problème. Mais ça commence à être pas mal. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Ben, je sais pas moi, qu'on déclenche les secours, l'assurance, il attend peut-être quelque chose de nous, oui. Concentrez-vous sur le fait que ça c'est un fait, on est d'accord? C'est un événement. Fortune, on sait pas trop. Hein, bah, de quelle fortune il s'agit? Ouais, on a, vous savez tous, hein, pourquoi j'ai abordé cet atelier avec le traducteur du réel, c'est pour vous amener dans ce traducteur du réel. On ne se focalise que sur ce qu'on lit. Le réel, il est peut-être pas là où on le croit, où il est là, mais il est dévié. Était-il blessé lorsque... C'est une question puissante. On commence à aborder des nouvelles perspectives. En fait, on cherche trop à trouver la solution tout de suite, sans remettre en cause la légitimité de ce qui nous est présenté. C'est ça le traducteur du réel. On a une situation devant nous, on nous dit que le baron Hubert de Mornar, possédant un grand château, remettez ça en cause d'entrée de jeu. Le monde extérieur, ou comme il veut nous être affiché, nous biaise d'entrée de jeu. Mais il s'en fout à un point que vous imaginez pas. J'ai bien aimé tout à l'heure, j'ai entendu, hein. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Oui, ça peut paraître ridicule, mais il a mangé une bonne purée de brocoli. Donc non, c'est pas un animal. Oui, c'est un être humain. Allez plus loin. Puis, en plus, hein, on nous précise bien quand même, pour nous faire... pour nous surprendre quand même un peu, de dire « Ah, il dormait dans sa chambre, hein. Néanmoins, suite au bruit du cambriolage, hein, la vitre pétée, la bagnole qui arrive à fond dans l'allée, il a ouvert un œil, il l'a aussitôt refermé. » Ouais, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il a pas... Bah, il dormait bien. Non, mais une fois qu'il a ouvert un œil... Il est peut-être mal entendu. Ouais, Est-ce qu'il était seul? Déjà, là, ça commence... Voilà, hein, creusez, allez-y. Donc non, il n'est pas malentendant. Est-ce qu'il était avec sa maîtresse? Non, il n'était pas avec sa maîtresse. Les bruits d'une journée normale, ah bah tous les bruits de la journée, quoi. Zoé avait dit, est-ce qu'il a entendu du bruit, du verre cassé ou tout? Donc j'ai dit oui, il a entendu. Mais non, journée normale. Hein. Pas content, pas content, peu lui importe à ce baron Hubert de Mornar. C'est con, hein, quand vous allez savoir, vous dites... Parce que peut-être qu'il est muet, il parle pas? Si, bon, il parle, oui. Il évoquait tout Non, à l'heure. Non, je vous aide un peu. Hein. Il n'est pas somnambule et il parle un petit peu à cet âge-là. Le baron Hubert de Mornar, il a 1 an.
C'est tout. Il a juste 1 an. T'es con, hein? Bravo Aurélie, t'as trouvé la bonne réponse. Et on se fait, nous, adultes, des nœuds au cerveau pour essayer de comprendre, mais déjà, qu'est-ce qui nous a mis dedans? Et Armel avait raison. Il y a un biais ici, le baron Hubert de Mornard. Le baron, pour nous. Ben voilà. C'est fait pour, hein. Mais on peut trouver, on peut déceler par le questionnement puissant, effectivement en posant des questions peut-être complètement beaucoup plus terre à terre parfois, pour remettre en cause le réel qu'on nous impose. Le réel qu'on nous impose, ok, c'est qui ce baron? C'est un homme, c'est une femme, c'est un animal? On a commencé à avoir des bonnes questions. Donc oui, la réponse c'est le baron de Mornard, il n'a qu'1 an. Donc on comprend tout ça. Donc toutes vos questions, là oui, ça, il a ressenti pas grand-chose, quoi. Il ne peut pas ressentir grand-chose à 1 an. Mais ça commence à être intéressant dans le questionnement. Et quel est son problème dans cette situation? On commence à avoir des bonnes questions. Par exemple, la question « Comment le baron dort-il en général ?» Si tu avais répondu en essayant de lui guider... Voilà, Comme un bébé. Ce que je veux dire, c'est c'est quand même une question qui s'approche de quelque chose où on va avoir éventuellement... Il fait la sieste 2 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est là où il fallait aller plus loin. Je ne vous ai pas permis, effectivement. J'ai répondu à vos questions sans vous laisser la possibilité de réenchérir. Mais c'est exprès, hein, je fais exprès ça pour constater qu'à un moment donné, dans votre question, allez encore plus en profondeur, plus précis. Une question qui ne cherche pas à résoudre, mais qui va justement en profondeur. Donc la question c'est, en quoi ça le dérange de s'être endormi, c'est ça, non, Armel? Comment le baron dort en général? Là, et dort en général, combien d'heures? Et plus vous irez loin dans cette question, en fait, vous en prenez une, puis vous allez au bout, quoi. Et là, au bout d'un moment, je suis obligé de dire ce qui se passe. C'est pour éveiller vos sens, et c'est un jeu, et j'ai forcément joué le jeu à l'extrême, pour vous faire prendre conscience que dans nos questions, je me mets dedans de toute façon, hein, elles ne sont pas assez pertinentes pour creuser et pour avoir une autre qualité de question. Donc oui, les questions que nous posons, elles sont très souvent, et elles commencent par un verbe, et elles sont souvent justifiées d'un oui ou d'un non, ou d'un à peu près, ou d'un petit éclairage, mais sans plus. Elles ne cherchent pas à creuser quelque chose. Les questions ouvertes, pensez, c'est QQ, c'est occupé. Si QQ, c'est occupé, elles vous donneront des réponses un peu plus argumentées, et vous avez commencé à le faire, et vous voyez dans comment, qu'est-ce que, là, et là on avait pourquoi, là on a plutôt affirmé des choses, là c'était plutôt un verbe. Vous voyez la différence? C'est vraiment, pensez à CQQ, c'est occupé, et vous aurez un peu plus de matière. Je vous le fais très vite, hein. Je commence quand tu t'arrêtes de parler, je m'agrandis quand tu demandes, je vis de silence et de curiosité, je me fane si tu crains la vérité, qui suis-je? Il fallait poser des très bonnes questions puissantes pour trouver la réponse, et je vous le livre, c'est le questionnement. Et on aurait pu poser des exemples de questions puissantes, mais je vous en donnerai d'autres à la fin de l'atelier, beaucoup plus génériques que liés à cette problématique-là. Les types de questions. Nous posons souvent des questions fermées. L'avantage, elles font rapidement préciser un point, ce que nous avons vu, hein. Elles confirment ou infirment un point, et elles nous permettent de verrouiller une situation. Question fermée, elle a cette puissance-là quand même. L'inconvénient, on n'obtient pas d'informations, ou peu. Elles font poser plus de questions interrogatoires. Elles rendent la vie facile à un interlocuteur peu coopératif. Les questions ouvertes, on a l'avantage d'avoir beaucoup plus d'informations, permettent de se décontracter, elles influencent plus subtilement, elles pensent diriger la conversation, il ou elle parle. L'inconvénient, ça nécessite plus de temps. Il faut être plus bavard. C'est clair que ça prend plus de temps et on court tous après le temps. Et on risque de perdre le fil conducteur de la conversation. Donc à quoi ça sert les questions puissantes? Les questions puissantes, elles explorent les enjeux. Pour info, pour ceux qui le souhaitent,
vous me donnez vos adresses mail, je vous envoie cette présentation. Et par exemple, quels sont vos enjeux? En quoi est-ce un problème? Et quel est le problème qu'il faut résoudre? C'était une bonne question aussi. Après, je ne vous ai pas apporté forcément la bonne qualité de réponse. Que gagneriez-vous si votre problématique se résolvait? Que perdriez-vous? On aborde vraiment les enjeux de la question puissante. Et vous voyez qu'elles ne sont pas si longues que ça. C'est juste un apprentissage, avoir un réflexe, un automatisme de se poser parfois une question puissante très courte. Et si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous? C'est une question que j'utilise énormément. Les questions puissantes servent à favoriser la prise de conscience. Quelle pourrait être une autre lecture de la situation? Exactement ce qu'on a fait pour le baron Hubert de Mornard. À quoi ressemble ce problème du point de vue des gens qui vous entourent, chefs, collaborateurs, conjoints, collègues? Est-ce qu'ils perçoivent le même réel que vous êtes en train de percevoir? Si deux options étaient deux facettes de la même solution, quelle serait une autre option réellement différente? On ne la pose pas souvent cette question. La dernière, si ces deux options étaient deux facettes de la même solution, quelle serait une autre option réellement différente? Je la raccourcis, entre option 1 et option 2, qu'est-ce que tu prends, quoi? Provoquer une réaction, elles servent à ça aussi, les questions puissantes. Que pouvez-vous faire de différent la prochaine fois? Il faut en tirer un enseignement de ce qui vient de se passer. Et si votre problème était un arbre, un animal, j'ai bien aimé, et qu'est-ce qu'il a mangé ce midi? Le ridicule ne tue pas. Comment le dessineriez-vous? Quel pouvoir aurait-il? Quelle taille? Ça, j'utilise. Dessine-moi ton problème. J'ai du mal à le comprendre, dessine-moi-le. Les questions puissantes servent à mettre en mouvement. Quelles sont vos options? As-tu défini un scénario 1, 2, 3, 4, 5? Quel est le premier pas que vous pourriez faire dans cette direction? Ah ouais, mais c'est insurmontable. Ok, quel est le premier petit truc demain que tu pourrais faire pour essayer d'avancer sur la résolution du problème? Quelles ressources pouvez-vous activer autour de vous? En gros, c'est demander de l'aide. Quand pensez-vous le faire? C'est une vraie bonne question. T'es plus en retard demain? Bah non, chef. Et j'en reviens à cette question. Dans le recadrage d'un collaborateur, Jérémy, t'es en retard, ça fait 20 fois que je te le dis, on lui met un avertissement, ça marche pas. La semaine d'après, on l'invite à un barbecue avec sa femme, ses enfants, copains, 3 bières. Jérémy, t'es en retard. Son deck, c'est chiant. 15 jours plus tard, il est en retard. J'ai beau essayer 20 solutions différentes, ce qui sont 98% des problèmes que des clients que j'accompagne, la non-résolution de problème. C'est déjà un problème en soi. J'ai tout essayé, Ludo, je t'assure, j'ai tout essayé. Est-ce que tu as essayé le questionnement puissant ou une partie du questionnement puissant? Non, je ne connais pas. Ok, apprends. À mon sens, et ça en fait partie, et vous les avez vus, les questions. 1, c'est j'expose le problème. Tes retards, demain, c'est plus possible. Point. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est pas de ma faute. La VRU, elle est bouchée tout le temps. Et puis la fois d'après, ouais, mais mon gamin, il a vomi dans la voiture, j'étais obligé de tout aspirer. La semaine d'après, oui, mais j'ai crevé, oui, mais... Et on a toujours des excuses, des prétextes, des dénis, tout ça. Ok, merci de ton expression, vraiment. Et je ne commande pas, le plus dur à faire, c'est de ne pas commenter dans ces coups de temps-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne commande pas. Merci de t'être exprimé. C'est quoi les conséquences liées à ton retard tout le temps? Décris-moi les conséquences que ça a. Bon, je sais pas, je ne suis pas le chef. En général, là, je m'arrête. Ok, c'est quoi les conséquences? Sérieusement. Ah oui, c'est moi qui suis en charge du téléphone à 8h30, donc je ne réponds pas au téléphone, donc on loupe des appels clients, et donc une fois qu'il a fait l'énumération des conséquences liées à son retard, c'est pas moi qui l'ai voulu, il commence là, lui, à comprendre. Et la 4e fois, c'est, on est d'accord sur les faits, demain c'est plus possible, tu t'es exprimé, je t'ai laissé la libre parole, on a vu toutes les conséquences que ça avait, qu'est-ce que tu comptes faire? Encore une fois, le plus dur, c'est de se taire. Parce que si j'étais toi, de toute façon, je serais vénère. Et c'est mort. C'est pas lui qui l'a dit. Le but, c'est d'amener les gens dans leur propre niveau de responsabilité. Le questionnement puissant invite à ça. Et si t'as pas la réponse tout de suite, tu reviens demain matin, à 7h30, je serai là moi aussi, et tu m'amènes au moins une solution. Le questionnement puissant sert aussi à orienter vers le futur. Et tiens,
si tu atteignais tes objectifs, quels seront les effets positifs pour toi? On transporte la personne dans le futur avec le questionnement puissant, et ça permet de s'interroger encore plus. Et pour votre entourage, quelles conséquences ça aurait d'améliorer ce problème-là? Ah oui, j'avais pas pensé, vu sous cet angle, effectivement. Que se passerait-il si vous ne faites rien? Je suis dans le dur dans ma boîte. Hein. Une semaine plus tard, dur. Hein. Économiquement, socialement, conjoncture. Hein. Politique, on ne sait pas où on va. Bah oui, c'est un peu tout le monde pareil. Hein. Il y a par contre quelques boîtes qui s'en sortent. Hein. Et qui parfois arrêtent de se questionner et passent à l'action. Au moins faire un petit pas. Ou au moins se poser la question de si je fais rien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous, vous êtes arrivé là où vous vouliez aller, comment vous sentez-vous? Projetez-le sur une résolution de problème, ça ira vachement mieux. Comment construire les questions? Vous avez ici la pyramide du questionnement avec le degré d'ouverture de la question, hein, plus ou moins. Pour choper de l'information, c'est plutôt est-ce que. Pour aller comprendre, c'est plutôt le CQQ, c'est occupé. Okay. Et ça en fait partie pour aller plus explorer. La communication, je vous donne ma définition pour moi de la communication, pour certains d'entre vous, vous la connaissez. La communication, c'est la réponse que vous souhaitez obtenir. Nous sommes les propres initiateurs dans notre question de la réponse que je veux obtenir. Je vous donne un exemple. Hein. Salut chérie, t'as bien dormi, on déjeune ensemble? Et j'ai un début de réponse. Hein. Ça va pas être terrible. Hein. Bonjour mon amour, j'ai bien dormi, j'espère que toi aussi, on déjeune ensemble? J'ai un début de réponse. Et donc nous sommes, dans toutes les communications, l'initiateur déjà de la communication et de la réponse que je veux obtenir. Plus vous prendrez ça en compte, déjà vous êtes dans une réflexion de questionnement puissant. Formulez les questions. Vous avez ici un tableau qui vous permet de comprendre entre les questions ouvertes, les questions fermées, et les questions orientées que 90% que nous sommes, nous faisons, et les questions neutres. Et je vous invite vraiment à vous situer ici pour recueillir de l'information. Pas forcément trouver tout de suite une réponse à vos questions. Et le départ, il viendra de vous. C'est comme 4 et 3. Si on commence à se dire « Ah, mais qu'est-ce que tu vois 4 ? Ah, mais non, je te dis que c'est 3 », c'est mort d'avance. Et j'aime bien dire qu'en posture d'accompagnant, j'aime bien aller voir pourquoi elle en voit 4. Et du coup, je me déplace, vraiment. Là, alors je me déplace mentalement aussi, hein, et je vais essayer de comprendre son réel, le traducteur. Si on va discuter d'un sujet ensemble pour résoudre une problématique ensemble, mettons-nous d'accord déjà sur les rôles que nous jouons. Et si effectivement, le premier petit pas, déjà, c'était de penser quel rôle on a à jouer dans ce qui est en train de se jouer. Et donc se poser fondamentalement la question de dire à quel niveau je suis, à quel niveau il est, ou à quel niveau nous sommes. Est-ce que je suis là parce que j'ai les responsabilités de trouver une solution à une problématique, ou est-ce qu'on est tous les deux ici pour trouver une solution ensemble? Et du coup, les rôles, ils ne sont pas pareils. Hein. Il faut qu'on soit d'égal à égal, quoi. Et tu as entièrement raison. Dans toute communication, précadrez votre communication, quoi. Dans quel but? Donner du sens. On va parler de ça. Pourquoi on parle de ça, quoi? Et si nous ne le faisons pas, parfois, c'est des semblants de résolution de problèmes qui amènent plus de problèmes que de solutions, quoi. Combien de fois j'interviens en tant que coach de dirigeants sur des résolutions de problèmes qui me semblent complètement absurdes aux yeux des situations qui sont décrites par tous les biais que nous avons vus, et tu as eu raison Armel, de dire bah oui, déjà il y a un biais, bah oui il y a un biais, mais le biais d'autorité c'est déjà un biais. Pourquoi il y a des N+1, pourquoi il y a des N-1, pourquoi il y a une hiérarchie et bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres outils, et là je fais référence à Pierre, avec l'intelligence collective, qui est un outil ultra puissant, qui est en plus du questionnement puissant, mais si vous mettez questionnement puissant, intelligence collective, vous imaginez même pas jusqu'où ça va, quoi. Donc oui, il y a d'autres outils, les autres outils sont ça. Hein. La convergence, c'est exactement ce dont tu viens de faire référence, Armel, hein. C'est de se mettre ici d'une convergence des deux participants à une conversation,
Ok, on a chacun là, mais on va dans le même sens pour orienter la même solution à une problématique, quoi. Le diamant de participation, qui est un peu plus complexe, mais qui peut être utilisé. Et puis, c'est l'intelligence collective que Pierre pratique avec brio, succès. Ce sont des outils, on les a sous les yeux. Il n'y a pas besoin de passer de diplôme. Il suffit juste ça s'appelle le développement personnel. Et on y va, quoi. On se met dans un sujet. Si vous ne pratiquez pas, c'est comme participer à une conférence ou un atelier. Qu'est-ce que tu as vécu? Oh, génial, hein. Ouh, c'était chouette, hein. Ok, 15 jours plus tard. Et qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Rien. Ok, c'est quoi votre plan d'action demain, quoi? Et si, moi, ce soir, vous ressortez avec une seule idée pour changer quelque chose que vous ne faisiez pas avant, que vous allez faire demain matin, j'ai gagné. Ce qu'on peut peut-être dire sur l'intelligence collective pour faire lien avec le questionnement, c'est que ça va être effectivement, possiblement être encore plus puissant, plus productif ou autre, mais à partir du moment où il y a des bonnes questions. Donc on en revient toujours à la question. Hein. C'est qu'une histoire de question. C'est-à-dire, pourquoi je pose cette question? Qu'est-ce que je cherche à faire travailler au groupe? Est-ce que ma question est claire, etc. Voilà. Et puis ce que tu as dit, c'est marquant, je trouve, c'est le problème et la solution. Et donc là, si on raisonne que sécurité, pourquoi il s'est fait cambrioler? Le problème, c'est que c'est un bébé. Oui, voilà. Exactement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien plus loin. Parfait. Donc le problème et la solution. Ah, merci Pierre pour ça. Exemple des 4 premières questions puissantes simples. Donc je vous les enverrai. Hein. Ça peut être long, on peut y passer des heures. C'est un sujet qui me passionne en plus. Donc oui, qu'est-ce que tu as en tête? Quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu veux résoudre? Et c'est là où parfois on se met en synchro, quoi. Quel est le véritable enjeu ici pour toi? Est-ce que c'est bien ça dont tu veux qu'on parle? En quoi est-ce important pour toi? À la fin d'un dialogue, on ne pose jamais une question à la fin d'un dialogue. Ok, c'est bon, résolu le truc. Ok, qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi dans cet entretien ou dans la résolution de ce problème? Je teste souvent des questions puissantes. J'ai franchement parfois l'impression de passer pour un martien. L'école, elle n'est pas là pour nous enseigner ce genre d'outils, alors que qu'est-ce que je rêverais qu'il y ait des outils simples. C'est un outil simple. Hein. Exemple de questions puissantes simples. Quelles sont vos options? Quelle est pour vous l'étape suivante? Quels sont vos délais de mise en œuvre? Vous sentez-vous plutôt agacé ou plutôt stimulé par cet événement? Et on a plusieurs types de formulations sur toutes ces questions-là. Je dis très très souvent, au moins 5 fois par jour, la meilleure réponse que vous pouvez obtenir, c'est pas en affirmant quelque chose. C'est pas en affirmant votre point de vue. C'est en posant une question. Et bizarrement, on est surpris en général. C'est la réponse que l'on souhaitait obtenir. Exemple de questions puissantes, métaphoriques, magiques. Ah, elles sont top, celles-ci. Et très sérieusement, quand vous posez la question sur un sujet très touchy, et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Là, tout de suite, là. On est hyper surpris des réponses que l'on obtient. Pour comprendre pourquoi la personne elle est dans le dur, pourquoi elle n'arrive pas à sortir de la problématique. Quand je pose cette question, souvent revient la question de l'argent. Ce qui permet de creuser encore plus. Et si tu avais un génie, que ferait ton héros préféré? Ou qu'est-ce que ferait ton mentor? On a peut-être tous un peu plus ou moins eu un mentor professionnel, quelqu'un qu'on a admiré dans nos carrières. Tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était à ma place? Jeu du miroir aussi, faites-le. C'est une question puissante, le jeu du miroir. Si vous aviez des super pouvoirs, si tu consultais le vieux sage en toi-même. Exemple de question puissante du plus petit au plus facile. Quel serait le premier petit pas que tu serais prêt à faire pour atteindre ce que tu souhaites atteindre, sans jugement? Quelle serait une première action facile? Si vous découpiez le problème en 10 morceaux, on avait travaillé avec une d'entre vous sur la planification à 90 jours. C'est quoi un bon objectif? Vous vous rappelez, on s'aperçoit que l'objectif, en général, on peut le découper encore en 2, en 4, en 6, parce que c'est pas l'objectif, quoi. On met la barre, mais beaucoup trop. Ça m'est arrivé il y a peu de temps encore, parce que c'est un sujet qui revient. Je demande à un client, tiens, allez, prochain objectif, là, pour te sortir. Ah non, mais objectif, dans le trimestre prochain, refaire mon site internet. Et du coup, 3 mois plus tard, c'est pas fait, parce que c'est trop gros à faire.
parce que c'est pas découpé, parce que pour refaire le site internet, c'est quoi la ligne éditoriale? Est-ce que j'ai fait les photos? Est-ce que j'ai fait le texte? Est-ce que j'ai fait la charte graphique? Ah, j'avais pas pensé à tout ça. Ah bah oui, eh ben, pense-y. Quel est ton plus petit changement possible, tout de suite? Exemple de question puissante qui envisage le pire, on approche l'approche paradoxale. Avec ces questions puissantes, je détourne ces questions puissantes en approche paradoxale. Je le fais souvent, il y a Natacha qui rigole, mais... C'est autre chose, mais oui, ça marche bien, ça. Ouais, vraiment l'approche paradoxale par des questions puissantes, c'est... Ah, ça va pas, politique en ce moment, oh là, puis c'est dur, hein. Oh, puis la conjoncture, hein, ok. Tu sais, je peux t'aider à aller plus vite au fond du gouffre, hein, si tu veux. Hein. T'es con. Non, non, sérieusement, je peux t'accompagner à aller plus vite, hein. On dépose le bilan demain, si tu veux. Ah bah non, qu'est-ce que tu comptes faire? Et ça fait partie des questions puissantes. Les questions puissantes, c'est une question qui ouvre l'esprit, qui fait émerger de nouvelles perspectives et suscite l'action. Prenez ces trois choses-là. Dans une question puissante, si vous pouvez lier l'action, vous gagnez. Une question qui fait réfléchir profondément, élargit le regard et transforme la conversation. C'est une transformation et peut-être d'un réel qui n'existe pas pour la personne que vous avez en face de vous. Une question qui déverrouille des idées, invite à explorer et révèle ce qui compte vraiment. Et une question puissante évite de faire des suppositions ou des présuppositions, souvent erronées, et au besoin permet de recadrer. Un rôti, vous savez ce que c'est? Non? Personne n'a entendu? Un rôti, j'ai pas imprimé de feuilles pour savoir si vous avez apprécié cet atelier, etc. Donc un rôti, c'est une note entre 1 et 5. Et si vous voulez bien, exprimer par simplement vos doigts comment vous avez perçu cet atelier. Oui? Cool, merci beaucoup. C'est sympa. Alors attention. Ah, mais tu fais aussi le... Et tu vois, c'est pour ça, j'ai pas trouvé de slide qui propose l'atelier du mois prochain de Pierre sur l'intelligence collective, et je vous invite vraiment à participer à cet atelier aussi. Et là, pour le moment, donc, on n'a pas prévu à boire dans la salle. Je sais que le bar est ouvert en bas, si vous voulez attendre un petit peu 18h pour que notre conférencière Claire, ici présente. Je trouve que dans l'atelier, c'était pas mal là. Et c'est Alex, d'ailleurs, où il avait eu cette réflexion-là en disant « Ah, quel atelier pourrait aller avec l'atelier de Claire ?» On était à table, je crois. On avait... Le sous-titre est quand même une question. Oui. Absolument. Avec un comment. Et oui. Donc cool. Donc c'est à 18h. Voilà, vous pouvez prendre un petit peu là. Et merci encore de votre présence. Et comme on est un petit peu en avance, si vous voulez bien m'accorder 5 minutes, si vous aviez une chose à exprimer de cet atelier, une seule que vous retenez de cet atelier. La mise en mouvement dans la question. Mise en mouvement. Oui, ça je vais essayer de le retenir. Parce qu'effectivement, mettre en perspective, je pense que ça aide les gens à répondre différemment. Cool. Merci Natacha. Je vais en prendre 2. Ah bien, merci. La première, c'est ne pas prendre les choses pour argent comptant, n'est-ce pas? Et la seconde, c'est le cadrage des conversations, y compris des conversations privées. Ok. Super, merci Claire. Je dirais ne pas préparer sa propre riposte pendant la question. Enfin, être vraiment... ouvrir les chakras, quoi. Ok, bien. Merci Armelle. Le silence. Merci Pierre. Découvrir quel est le problème et on trouvera directement la solution. Chouette. Merci Zoé. Alors pareil, je vais en dire 2. La carte n'est pas le territoire et ne rien savoir déjà. Excellent. Merci Samuel. Moi, je vais garder surprendre la personne avec qui on discute, voilà, pour emmener plus de réflexion. Merci. Ouais, c'est se méfier de l'apparence du problème. Ok. Top. Merci Peter. Bravo. Encore merci à vous. Merci. Top. Super.
C'est fini. Merci aux caméramans.